Et si on nous disait que dépenser de l'argent public en pleine crise pouvait en fait sauver toute l'économie? C'est une idée assez radicale, non? Eh bien, c'est pourtant le cœur de l'une des théories les plus influentes du XXe siècle. Aujourd'hui, on plonge dedans, on va décortiquer ensemble ce qu'est l'économie keynésienne. Pour bien comprendre, il faut se remettre dans le contexte. Imaginez un peu, on est dans les années 30. Le monde est à genoux, c'est la Grande Dépression. Le chômage explose, la misère est partout. Alors ces questions, pourquoi les crises existent et comment on s'en sort, ce n'est pas juste de la théorie pour économistes, c'est vital. C'est la question que tout le monde se pose. Et le problème, c'est que les théories de l'époque, eh bien, elles n'avaient aucune réponse. Le silence total. Alors, pour vraiment saisir l'impact de cette révolution keynésienne, il faut d'abord jeter un œil à ce qui existait avant. Quelles étaient ces vieilles idées que Keynes est venu, disons-le, complètement dynamiter? C'est cette crise des idées qui a tout déclenché. Bon, à l'époque, la pensée dominante, c'était l'école néoclassique. Leur diagnostic face à la crise, en gros, les salaires sont trop élevés, il faut que l'État arrête de dépenser, et surtout, ne rien faire, le marché va finir par se corriger tout seul. Sauf que la réalité, c'était tout l'inverse. Le chômage explosait et l'austérité ne faisait qu'enfoncer encore plus l'économie. C'était un décalage total entre la théorie et ce que les gens vivaient. Clairement, il fallait autre chose, une nouvelle grille de lecture. Et c'est là, en plein milieu de ce chaos intellectuel, qu'un économiste britannique va entrer en scène, John Maynard Keynes. Et lui, il arrive avec une perspective complètement différente. Il va dire « Attendez, l'économie, ce n'est pas une belle mécanique bien huilée qui s'autorégule. Non, c'est un système qui peut tomber en panne. » Et là, il est en panne. Et cette panne, pour Keynes, elle venait d'une erreur fondamentale de diagnostic. Ses prédécesseurs ne regardaient tout simplement pas au bon endroit. Ils étaient obsédés par l'offre, par la production. Keynes, lui, va complètement retourner la caméra. Il va braquer les projecteurs sur autre chose. L'ancienne idée, c'était en gros « produisez et les clients viendront ». Keynes arrive et dit « Non, non, ça ne marche pas comme ça ». Il introduit un concept clé, la demande effective. Qu'est-ce que c'est? C'est simple. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce qu'une usine peut produire, c'est ce que le patron de l'usine pense qu'il va vendre. Si les entrepreneurs sont pessimistes, eh bien, ils ne produisent pas, ils n'embauchent pas. Et l'économie cale. Et ça change tout pour comprendre le chômage. Pour les classiques, le chômage était un peu la faute des travailleurs trop gourmands. Keynes dit que c'est faux. Le chômage de masse n'est pas un choix, c'est ce qu'il appelle un chômage involontaire. C'est une panne du moteur, une conséquence directe du manque de demande. Et du coup, la solution de l'époque, baisser les salaires, pour lui, c'est une folie. Moins de salaire, ça veut dire moins de pouvoir d'achat, donc encore moins de demande. C'est un cercle vicieux terrible. Ok, donc si les entreprises et les ménages sont paralysés par la peur, qui peut bien relancer la machine? Qui peut casser ce cercle vicieux? Pour Keynes, la réponse est évidente, l'État. C'est à lui d'intervenir, et pour ça, il va proposer une toute nouvelle boîte à outils. L'idée maîtresse est à la fois simple et, pour l'époque, totalement révolutionnaire. Quand le privé ne dépense plus, eh bien, c'est au secteur public de prendre le relais. Il peut faire ça de deux manières principales, soit par la politique budgétaire, c'est-à-dire augmenter ses propres dépenses, soit par la politique monétaire en jouant sur les taux d'intérêt. Bref, on passe du laisser-faire à « il faut faire quelque chose ». Et dans cette boîte à outils, il voit un concept fascinant, l'effet multiplicateur. L'idée est la suivante. Quand l'État investit, disons 100 € pour construire un pont, cet argent devient le salaire des ouvriers. Ces ouvriers, que vont-ils faire? Ils vont en dépenser une bonne partie, mettons 80 €, à l'épicerie du coin. Et hop, ces 80 € deviennent de revenus de l'épicier, qui lui-même va en dépenser une partie, et ainsi de suite. L'investissement de départ de 100 € a créé, par ricochet, beaucoup plus de richesses. C'est un véritable effet boule de neige. Bon, toutes ces idées sont géniales, mais ça reste un peu théorique. Comment est-ce qu'on met ça en pratique? Eh bien, après Keynes, d'autres économistes ont traduit sa pensée en un modèle. Une sorte de GPS de l'économie qui a servi de guide à des générations de décideurs politiques. Ce fameux modèle, c'est le modèle ISLM. Alors je sais, les acronymes, ça peut faire peur, mais en vrai, l'idée est assez simple. Imaginez que l'économie a deux grands marchés. D'un côté, IS, c'est le marché des biens et services. De l'autre, LM, c'est le marché de la monnaie. Le modèle ISLM, c'est juste un graphique qui montre comment ces deux mondes interagissent et trouvent un point d'équilibre. Alors, regardons ce graphique. À l'horizontale, on a le revenu de l'économie, Y. À la verticale, on a le taux d'intérêt, I. La courbe qui descend, c'est IS, le marché des biens. Celle qui monte, c'est LM, le marché de la monnaie. Et le point magique, c'est le point E star, là où les deux se croisent. C'est le point d'équilibre général. C'est un peu le tableau de bord de l'économie à un instant T. Maintenant, le plus intéressant, comment on utilise ce tableau de bord? Prenons la politique budgétaire.
Disons que le gouvernement lance de grands travaux. Il dépense de l'argent. Regardez ce qui se passe. Cette dépense pousse toute la courbe IS vers la droite. Notre point d'équilibre glisse lui aussi de E star à E de star. Et la conséquence? Regardons en bas, sur l'axe des revenus, on voit bien que le revenu Y star a augmenté pour devenir Y2 star. La dépense publique a bien relancé l'économie. Mais ce n'est pas le seul levier, il y a aussi la politique monétaire, l'outil de la Banque centrale. Imaginons qu'elle augmente la quantité de monnaie en circulation. L'argent devient plus abondant, donc moins cher. Sur notre graphique, cette fois c'est la courbe LM qui se déplace vers la droite. Et regardons le nouvel équilibre, E2 star. Le taux d'intérêt I star a baissé, ce qui incite les entreprises à emprunter pour investir. Et au final, le revenu Y star a encore augmenté. On a donc deux manettes distinctes pour piloter l'économie. L'impact de tout ça a été immense. On ne peut pas le sous-estimer. Les idées de Keynes n'ont pas juste aidé à sortir de la Grande Dépression, elles ont complètement changé notre façon de penser l'économie. Si on devait résumer toute cette révolution en une seule phrase, ce serait celle-ci. Le paradigme a totalement basculé. Avant, on pensait que l'offre créait la demande. Après Keynes, on comprend que c'est la demande qui détermine l'offre. C'est un changement à 180 degrés. C'est absolument fondamental. Et cet héritage, en fait, on le voit absolument partout aujourd'hui. Chaque fois qu'on entend parler d'un plan de relance après une crise, c'est du keynésianisme pur jus. Le concept même de déficit pour stimuler l'économie, l'idée que le gouvernement a un rôle à jouer pour éviter que tout s'effondre, tout ça vient de là. L'État-providence de l'après-guerre, c'est Keynes. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est tous encore keynésiens aujourd'hui? La réponse est complexe. Bien sûr, ces idées sont toujours très débattues. Mais ce qui est certain, c'est que face aux immenses défis actuels, que ce soit la crise climatique ou les chocs financiers, la question fondamentale posée par Keynes il y a presque 100 ans reste entière. Quand le marché seul ne suffit pas, quel est le rôle de l'État? Et rien que pour ça, son héritage est colossal.